Tu vas bien? Bah ouais, depuis le temps. Ta rencontre avec le hip-hop, comment ça s'est passé? C'était quand? Oh là 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 là, mais Ah c'est bah, vieux tout ça. on est là pour ça. Écoute, ma rencontre avec le hip-hop, c'est au début des années 80. 82, je dirais, 81-82. Mhm. En fait, j'étais à Cholet, donc dans le Maine-et-Loire, et j'enregistrais en cachette les émissions de radio qui étaient tard, en fait, parce que c'était une émission de radio qui passait du funk, et à des moments, il y avait du hip-hop. Au départ, je ne comprenais pas, je ne savais pas ce que c'était. Il y avait Idriss Elba, par exemple, ou les premiers Grandmaster Flash, après il y a eu Houdini, etc. Et tellement je me planquais, donc j'avais mon ghetto blaster et je me mettais dans le lit sous les couvertures. Pour pas que... Et le problème, c'est que quand on enregistrait avec la cassette, ça faisait clac clac, tu vois, clac clac. Tu sais, pour enregistrer, Oui, oui, quand oui. tu faisais stop, ça faisait un gros bruit. Et finalement, après un moment, ma mère elle arrivait et elle me disait bah, qu'est-ce que tu fais là? Demain c'est l'école. En fait, tu sais ce que t'aurais dû faire? T'aurais dû mettre record et pause. Pause, ça fait moins de bruit quand tu l'enlèves, je crois. Mais bon. Ouais, mais je faisais pause aussi, Ah mais ouais, à des mais... moments, il fallait que je fasse clac-clac pour retourner la cassette. Ah Pour oui, enregistrer. ah oui. Eh oui. C'était quoi le nom de l'émission, tu te souviens ou pas? Ouais, c'était une émission à Cholet, c'était Cholet Temps Libre. C'était la radio, et l'émission, non, l'émission, c'était le hit parade du Club des Mauges, voilà. Super. Le hit parade du Club des Mauges, le gars, c'était un DJ très sympa. Et à l'époque, il mettait des génériques, tu vois. Des jingles, pardon. D'accord, oui, ok, Des ouais. jingles. Et c'était des jingles qu'on trouve sur les disques de Yannick Chevalier, je sais pas si ça te parle. Oh, non, C'est des disques où il n'y a que des jingles en fait. d'accord. Des années 80, fin 70-80. Et c'est un mec, il a fait son beurre comme ça, entre autres, hein, à faire des disques de jingle. Ok. Alors, par exemple, c'est York, tu vois, des trucs comme ça. Et le DJ, il mettait qu'à des moments des petits jingles entre les morceaux. D'accord. Et Je comprends parce qu'à un moment donné, il passe Grandmaster Flash et puis sans faire exprès, c'était le 45 tours de Grandmaster Flash de Message, et sans faire exprès, il était resté sur 33 tours. Et t'as le titre qui démarre, et puis c'est tout lent. Et puis le gars, c'est génial parce qu'à l'époque, ils arrivaient bien à rebondir. Il dit ah, excusez-moi, il y a du fromage sur la platine. Et après, il fait pas en 45 tours. C'était énorme en fait. Mais est-ce qu'à l'époque il disait c'est du hip-hop ou est-ce qu'il savait pas non plus? Non, il savait pas non plus. Non, Enfin. pas du tout. Du rap, hein, parce Ouais. qu'en fait, Oui. on est bien d'accord, il y a plein de gens qui me disent c'est quoi la différence entre le hip-hop et le rap. Alors je leur dis, c'est comme sur votre ordinateur, il y a un fichier. Là, imaginez, il y a le fichier hip-hop, et quand vous cliquez dessus, eh ben, il y a les sous-dossiers, rap, Ouais. graffiti, DJ break, tout ça. Bien Voilà. sûr, ouais. Le hip-hop qui englobe vraiment le tout. On ne pouvait pas parler au départ du hip-hop parce que moi je connaissais pas justement toutes Les autres, disciplines ouais. qu'il y avait derrière. À l'époque j'écoutais du rap. Hein. C'est ça, t'écoutais, Et mais après, ouais. voilà, j'écoutais du rap, Houdini, j'ai eu une vraie claque avec Houdini, le Magic Wonder, Grandmaster Flash de Message, et puis d'autres, hein, It's a Shame et tout. Et j'ai acheté mon premier disque qui doit être là. Mon premier disque, c'est ça. Donc Africa Bambaataa Ok. and the Jazzy Five. C'est un pressage français. C'est celui de l'époque, ça? Ah oui, ça c'est celui de l'époque, hein, évidemment. Donc c'est quelle année alors, tu te souviens? Je suis en train de regarder. Ouais. 83. Oh. 1983, c'est mon premier disque que j'ai acheté. Et voilà. Je l'ai peut-être acheté à prise unique ou un truc comme ça parce qu'ils vendaient des disques, hein, les grandes Oui, oui, oui. même les petites pattes, hein. Oh. Donc voilà, Africa Bambaataa de Jazzy Five, je l'ai même en double tellement au cas où je le casse. Ouais, ouais, ouais. Ouais, et puis même pour faire du passe-passe, hein, ça m'est arrivé de le rejouer parce qu'il a bien vieilli. Faudrait que je réécoute celle-là, je vois plus laquelle c'est, je la réécouterai, tiens. Ouais. Et puis après, il y a eu, comment ça s'appelle, l'émission HIP à choper qui est arrivée. Dont tu as mis plusieurs épisodes sur ta chaîne. Comment? Dont tu as mis des épisodes sur ta chaîne. Donc allez voir sa chaîne. Ouais, j'en ai mis beaucoup, j'ai dû mettre 80% des épisodes, C'est génial. voire un peu plus. À l'époque, j'étais à Cholet, mes parents avaient la chance d'avoir un magnétoscope, et puis j'enregistrais toutes les émissions. Ah.
Donc j'ai encore les cassettes VHS à la maison. Voilà, et puis là, ça a été une révélation. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Les gars qui tournent sur le dos, tout ça. En fait, au-delà de ça, j'aimais bien aussi tout ce qui est le côté vestimentaire. Ouais, ah oui, oui. Qu'on a un petit peu perdu parce que même dans les battles, il n'y a pas trop de jeux là-dessus. Les gars, ils viennent comme ils sont, C'est ça. avec des chemises et tout. Ouais. Ils viennent même en jean. Alors qu'à l'époque, il y avait un vrai jeu scénique derrière ça. Oui. Quand tu vois, par exemple, les concerts d'Africa Bambaataa, Planet Rock et tout, Pour les il y en a un plus... qui est en indien, l'autre qui a des lunettes incroyables. Il y a tout un jeu. Sydney, Sydney, il y avait des lunettes incroyables aussi, des fois. Lunettes, je crois que c'est les lunettes Alain Michelin, c'était une marque. D'accord. C'est des lunettes Michelin, ouais, la marque d'un designer. Ouais. Ouais. Donc ça même c'était incroyable, les bracelets de force, etc. Alors je comprenais Oui. pas, dans leur rock il y avait des bracelets de force, alors je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et puis ils nous expliquaient aussi, il y avait Gary Gangster Beat qui était là et qui était tout en punk rock, tu sais, avec la casquette et tout. Donc blouson de cuir, pantalon de cuir, grosse ceinture. J'arrivais pas à placer le truc en fait dans la musique parce que quand tu vois les Gardos, ils avaient le même style. Bah, c'est vrai que quand tu vois Grandmaster Flash, ils ont des trucs en cuir comme ça, torse nu en cuir avec des pics et tout. Non, ça fait, ouais, c'est vrai que ça fait rock. Ouais, c'est. Mais tout ça, c'est l'influence de George Clinton. Hein. George Clinton, c'est Bien sûr. Le Godfather du funk. Hein. Il est encore en vie. Ouais, c'est vrai. Ouais. Michael Jackson allait à ses concerts, Prince allait à ses concerts. C'est lui qui a fait les deux groupes Parliament et Funkadelic. Ouais. Et c'est lui qui venait avec une voiture décapotable sur scène, tout en fourrure. Ouais, c'est un fou. Et qui a fait atterrir à Houston un vaisseau spatial. Oh non. En plein concert. Donc c'est lui, parce que quand on voit Africa Bambaataa et les vêtements, c'est du Clinton. C'est vrai, c'est vrai. Et voilà. C'est l'imaginaire, c'est le monde de George Clinton. Et c'est vrai qu'après Africa Bambaataa, il a aussi pris du Kraftwerk pour s'influencer. Ah bah oui, il a pris Kraftwerk, donc c'est un style musical qui s'appelle du krautrock d'ailleurs. D'accord. C'est un style musical qui s'appelle du krautrock avec Can ou d'autres. Ben, Can qui est passé d'ailleurs le morceau dans Le Monde de Demain. Ouais. Donc, ah yes. Voilà. Oh, ok. L'original de Can. Donc c'est sur ce disque qu'on trouve le fameux Vitamine C. Ouais. Voilà, très connu par les b-boys, surtout dans les années 2000. Exact. Et pas dans le... Ouais, exact. Ouais. Voilà, parce qu'il y a eu pour moi deux périodes dans le break, deux périodes d'âge d'or. Il y a eu les années 80, donc le démarrage parce que c'était une découverte, les gens ils découvraient les pas. Et il y a eu toute cette année 2000 où il y a eu le démarrage des events. Ouais. Voilà. Et les freestyle sessions, les Mighty Force, ouais. Les total sessions, toutes ces choses-là. Toi, t'as mixé, j'ai vu, hier, j'ai regardé, t'as mixé à un Battle of the Year Montpellier, non? Ou enfin, t'as pas mixé à un Battle of the Year et un... Ouais, j'ai fait Battle of the Year Montpellier, j'ai fait Mighty Force, j'ai fait Freestyle Session en Suisse aussi. Yes. J'ai fait, en effet, des trucs. Hein. Ouais. Donc, je suis le premier Français à avoir mixé aux États-Unis. Et puis, on m'a dit au Japon, parce que j'ai été invité à mixer au Japon en 2019, les organisateurs m'ont dit que jamais ils avaient vu un Français DJ break dans leur pays, en fait. C'est génial, ok. Alors, on met une petite parenthèse, parce que je pense que Dynasty y a été, mais Dynasty, il a joué dans la rue ou comme ça. D'accord. Moi, pour situer les choses, on parle dans un gros battle organisé, un event. Je suis le premier Français dans des events. Voilà. Mais en plus, j'ai été invité. Je sais pas si dans les dynasties, on lui a payé du ticket ou des trucs comme ça. D'accord. Bon, on m'a tout payé. Et t'as des images de ce... T'as des images de ce battle peut-être, non? Ou sur internet? Au Japon? Oui. Oui. Ouais, j'en ai mis, ouais. Super, bah j'en mettrai en... Ah, tu m'étonnes. C'est incroyable, au Japon, quand tu mixes, t'as des petites filles qui connaissent par cœur le morceau, par exemple, I Believe in Miracle. I Believe in Miracle. Et qui te chantent les paroles de A à Z en dansant. Putain, ok. Donc ça, c'est des choses
peux pas trouver en France. Ouais. Moi, j'ai jamais vu. Et surtout quand c'est des gamines qui ont 15 ans, même plus jeunes, hein, 14, 13, t'as de l'émotion en voyant ça. Ouais, ouais, carrément. Ouais, ça veut dire que c'est pas... Parce que des fois, on se dit, on reste entre nous. Mais c'est vrai que moi, je vois, ben, par exemple, l'équipe du Dynasty, ils ont une trentaine d'années, quoi. 31, 32 ans, ils s'intéressent au hip-hop d'avant. Je vois, là, je bosse avec le Flow, la maison du hip-hop à Lille. Et en fait, il y a Amaury, un jeune de 20 ans, qui veut qu'on fasse une conférence sur le début du break, etc. Donc c'est bien. C'est des jeunes de 20-30 ans qui s'intéressent au début. Ouais, ouais. C'est bien. Super. Ah ouais. Ouais. C'est assez rare, hein, mais je trouve ça indispensable qu'il y ait des jeunes justement qui s'intéressent au début du hip-hop. Carrément. Du hip-hop, du break, de la beatbox. Oui. D'ailleurs, c'est un mouvement qui est passionnant. Si on le prend comme si on bouffe un paquet de chips, c'est pas intéressant. Non, non, non. Je pense qu'il faut justement voir comment a été fabriqué le paquet de chips, d'où il vient, etc. Avoir toute cette démarche. Bien sûr, et ce que je parlais hier avec un jeune à Paris là, qui savait pas trop le hip-hop, et en fait il avait vu un commentaire sur Le Monde de Demain où un mec il dit ah c'est bien, allez, il y a que NTM qui dansait, qui graffait avant de rapper. Non, Ayam aussi, voilà, sauf Akhenaton il aime pas trop danser, mais Shuriken il dansait, Freeman il dansait, Benny B il faisait du break, il faisait du scratch. Tout le monde dansait, même C'est moi ça. je dansais, tout le monde dansait. Ouais, ouais, j'ai vu que t'étais b-boy aussi, j'ai vu ça hier sur internet. Je danse pas bien moi, en fait je danse pas bien, mais dans ma tête je suis un danseur. Ouais. C'est comme certains graffeurs, c'est pas des danseurs, mais dans leur tête ils dansent. Ouais. On n'a pas le truc, mais tant mieux parce que la vie nous a donné chacun un don, entre guillemets. C'est ça. C'est-à-dire que, et on est complémentaires. Moi je suis DJ, je sais pas danser, par contre il y a des grands danseurs qui savent pas être DJ, etc. C'est ça. Chacun a son petit don. Exactement. Et le fait qu'on s'unisse ensemble pour unir nos dons fait qu'en fait on obtient une magie. C'est ça, c'est ça. Bon alors moi c'est vrai que j'avais touché à tout aussi, j'avais pété les platines de mon frère, c'était pas prévu pour ça. J'avais rappé un petit peu sur des cassettes à l'époque, mais bon après ouais c'est le break qui m'a... Mais c'est bien parce qu'à l'époque on touchait à tout. Maintenant que le rap c'est tellement mainstream qu'il y a des gens qui écoutent que du rap, ils vont faire que du rap. Tu vois ce que je veux dire, le break c'est tellement devenu fort qu'il y en a qui vont... Telle technique et tout, qu'il y a des gens qui vont faire que du break, ou que du footwork, que des power moves, que du lock. C'est un peu séparé mais c'est normal, c'est tellement pointu maintenant, tu peux pas tout faire. Ouais, puis je pense que toute la culture, tous les arts, c'est une recherche personnelle sur soi. Et qu'en fait, que tu fasses de la peinture, de la danse ou du DJing, c'est une manière d'avancer soi d'abord. Oui, d'accord, ouais. Et c'est un combat d'abord avec soi-même et pas avec les autres. Pour justement faire évoluer son art et évoluer nous-mêmes d'abord. Je reprends l'histoire. Vas-y. Donc il y avait des cassettes VHS en 84. Et puis après, Internet est apparu. Et donc après, je continuais à acheter des disques et je dansais. Mal, mais je dansais à droite à gauche. J'avais mon carton, ma casquette sur le côté, la ceinture Goudka d'ailleurs. Ah, tu l'as ou pas là? Ouais, tu veux que j'aille la chercher? Ah bah je veux bien, ouais. Allez, j'arrive. Vas-y. C'est la ceinture cigarette. En plus, ouais. Ben voilà. Ah. Bon, faut que je la nettoie, hein, parce qu'en fait, il faut la nettoyer régulièrement avec du mirror. Oui, oui, c'est un genre de cuivre, un truc comme ça peut-être. C'est pas de l'or, quoi. C'est Ouais. du... Non, c'est Du laiton ou... C'est du laiton. Du laiton, ouais. Oh. Donc voilà. Donc t'avais fait comme tout ça à l'époque, t'avais précommandé pour qu'il achète les lettres, pour que... Enfin, t'avais... Voilà, ouais, mais c'est même un ami qui me l'a offert. Oh. Je sais plus pour quelle occasion. Et puis, il a commandé chez Ticaret. Et moi, après, j'y suis allé, mais un peu plus tard, à l'époque d'Ultra Magnetic M6, donc vers 80, 87, 88 peut-être. D'accord. Ouais. Et ils faisaient des vestes personnalisées aussi, les vestes en jean, il y a je sais plus qui qui graffait derrière, apparemment dans la boutique. Mais il y en avait plein, hein. De toute manière, les graffeurs à l'époque, il y avait Bando, il y avait Lokis, il y avait Ski, il y en avait plein. Il y avait Motu, il y avait, tout ça. Motu, il a fait les pochettes des Battles of the Year. Il en a fait plusieurs années d'affilée. Aïe, aïe, aïe. Son style de dessin,
Après, c'est autre chose, il fait plus des personnages que des lettres, mais voilà, Mode tout, il... Et quand j'avais mixé à Zurich pour le Freestyle Session, t'avais du mode tout partout, hein. À l'usine rouge, c'était blindé de mode tout. Bah là, j'ai regardé B-Boy Summit 3, donc c'est 96, je crois. Je l'ai uploadé sur ma chaîne, et tu vois, Mode tout, il était là aussi au B-Boy Summit. Ouais, lui, c'est... Alors après, bah, j'ai mis les vidéos sur internet, mais avant, j'ai fait mon site internet bootcap.com. Et il faut savoir que bootcap.com, ça a été un des premiers sites de hip-hop français. Ok. Avant Style de Ouf. J'allais te dire Style de Ouf. Ok. Ah ouais, d'accord, ok. Avant Style de Ouf. Ouais. Et j'ai la preuve avec les noms de domaine, parce que quand tu achètes les noms de domaine, ils te donnent la date. T'avais acheté le nom de domaine aussi, d'accord, ok. Ah oui, j'avais acheté le nom de domaine bootcap.com. Donc les gens, ils regardent bootcap.com, ils verront la date. Et donc, t'avais mis à l'époque des vidéos de Sydney et tout, je suppose. Alors, t'avais mis quoi des... Pas du tout. Non, pas du tout. Donc maintenant, bootcap.com, c'est un site commercial pour moi pour vendre mes prestations de DJ. Mais avant, c'était un site sur le hip-hop, de break. Et j'avais eu l'idée de répertorier toutes les cassettes, les Battle of the Year ou d'autres, Mighty Four, tout ça, et de mettre le nom des chansons. Waouh, le boulot! Par exemple, Battle numéro 1, X contre X, première chanson, Booker T and the MGs, Melting Pot, deuxième chanson, nanana. Et en fait, à l'époque, Internet venait d'arriver et les b-boys n'avaient aucun moyen de connaître les musiques parce qu'il n'y avait pas Shazam. Bah, bien sûr que non, ouais. Donc tous les anciens, ils savent très bien qu'ils allaient sur mon site pour avoir les références de disques. Mais j'ai déjà dû y aller parce que moi j'avais Casa pour télécharger et puis Emule. Et je sais que j'avais cherché des sites où il y avait des gens que j'ai dû tomber dessus, c'est sûr. C'était très orange, il était dans les sons très orange mon site. Mais c'est sûr que j'ai dû y aller, ouais. Ouais. Je me souviens même qu'il y a même Jimmy Castor, qui est décédé depuis, oui. qui m'a envoyé un message, qui m'a dit qu'il a été sur bootcap.com, il m'a félicité, il m'a dit continue to groove. C'est génial, c'est génial. Castor, hein. Ah, c'est génial. Ah ouais, c'est énorme. Ouais. T'as dû prendre un temps fou à faire ça parce que le Battle of the Year ça dure quoi, 1h30, donc t'as dû tout regarder, tout noter. Waouh. Ah oui, j'ai tout regardé, et puis même après il y avait l'histoire du hip-hop, avec l'apparition des premières machines, etc., de la TR-808, tout ça. Il y avait tout un historique qui était intéressant. Il y a d'ailleurs des gens que je retrouve qui me disent « Ah ben c'est incroyable, Bootcap, quand je faisais mes exposés, on ne trouvait pas d'informations sur le hip-hop, et quoi, il y avait tout, quoi. Et on a fait des exposés sur le hip-hop à l'époque grâce à toi. Ah, ça c'est génial, ah ouais. C'est vraiment au début d'Internet, hein. Il n'y avait pas les sites de vente en ligne comme CDNLP, il n'y avait pas Discogs, il n'y avait pas... Oui, bien sûr. C'était vraiment le démarrage. Bah, moi j'ai eu la chance d'avoir Internet en 99, vraiment au début, et c'est vrai que même une vidéo, pour la charger, il fallait attendre au moins 5 minutes pour 30 secondes de vidéo. Donc j'avoue que tu pouvais pas uploader les épisodes de Sydney, c'était impossible, c'était trop gros, trop lourd, trop... Et j'ai fait ça parce qu'en fait, à un moment dans ma vie, je savais pas trop où aller, j'ai fait une formation dans Internet, parce que c'était un outil multimédia qui allait se développer, et c'est pour ça que le démarrage d'Internet, je suis allé dans cette direction. Ah, c'est génial, et ça c'est plus... C'est grâce à Bootcap.com que j'ai été mixé aux États-Unis. Ah, ok. J'ai été opéré par les Américains, et notamment par Polski, et Polski, un jour, il m'envoie un message en me disant « Ouais, tu veux venir jouer aux États-Unis à San Francisco ?» Et j'ai dit « Ok ». Et DJ Science qui était avant moi, ouais. Parce que DJ Science, franchement, gros respect pour ce DJ qui est un peu malheureusement tombé dans les oubliettes parce que personne n'en parle. Mais moi, je suis là aussi pour en parler, pour donner son nom. Je n'oublierai jamais, DJ Science, il a fait plein de mixtapes, et les anciens, vous le savez. Oui, les rouges, jaunes, ouais, je me souviens. Ouais. Voilà, les Science, les trucs pour loquer, pour popper, toutes ces cassettes-là. Et il était vert parce que lui, il était là avant, du moins il faisait ses tapes, il a inondé le marché français, et moi j'en sors une et je suis aux États-Unis. Putain, ouais. C'est grâce à bootcap.com. Ouais, c'est ça, ouais. Il aurait fait le site, il serait parti. Et toutes ces infos, tu les as encore sur le site, non? Du coup, tu les as... Pour
faire à un moment donné, j'ai déménagé, il a fallu que je fasse du ménage, donc j'ai pas fait ça. Ouais. Ah, parce que ces infos-là, si tu les mets en... Enfin, après, c'est un boulot, hein, mais tu sais, les illustrer, peut-être les mettre en vidéo, ça peut être super intéressant, tout ce que tu avais mis. Ouais. Bah après, j'ai plein de choses dans la tête. Hein. Ouais. Et après, donc j'ai mis les vidéos, donc j'ai mixé aux États-Unis 2 fois, on m'a invité 2 fois, voilà, au début des années 2000. Ouais. Voilà. Bah, l'âge d'or des events Bien sûr, break. carrément. Ouais. Et dès que j'ai vu les freestyle sessions, moi ça m'a retourné. Hein. Quand j'ai vu Cujo, quand j'ai vu. Bah oui. Ça m'a retourné. Hein. Ah là là, j'ai pris une claque. Il y avait... Hein. Alors je me souviens, moi j'avais vu le 3, c'est le plus vieux que j'ai vu. Ouais, t'avais Cujo, t'avais... Bon, t'avais Storm, bon, il est connu, mais bon. T'avais Ivan. Ivan. Ouais, Ivan, ouais. Oh là. Quand il boit sa petite bouteille d'eau là, tu sais, il tourne, hop, il boit sa petite bouteille d'eau en plein devant tout le monde là. Non, et bah justement, tu regarderas sur ma chaîne, j'ai uploadé, il avait une cassette promotionnelle, 99, où elle dure pas longtemps, elle dure 10 minutes, mais t'as des passages dans le clip avec... il avait fait un clip avec KRS-One, Wu-Tang, Eminem et tout là, il passe dedans. Et t'as plein de vidéos qui sont pas... que j'avais jamais vu avant, donc tu regarderas à l'occasion sur ma chaîne. Avec grand plaisir. Et en fait, ce qui est important dans notre hip-hop, c'est de ne pas perdre cette magie. Parce que dans les freestyle sessions, il y a vraiment une magie, il se passe quelque chose. Au-delà de la danse, il y a un truc en plus. Et c'est ce qui se passait dans les émissions HIP-HOP. Évidemment que le niveau de certains danseurs par rapport à maintenant, pour certains danseurs, ça peut paraître ridicule. Oui. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que moi, je préfère une personne qui danse mal et où il y a une magie autour, plutôt qu'une personne très technique qui fait des choses magnifiques, mais c'est fade. Il n'y a rien qui se passe. Voilà. Mais quand même, à l'époque... J'ai regardé hier un peu tes vidéos pour me remémorer. Il y a quand même un gosse de... Bah, à la finale de Lille, il y a un gosse, je sais pas, il doit avoir 12 ans, il fait un fly, il fait une coupole sur les mains, tu sais, un fly quoi. Waouh! Non, il y avait quand même du niveau. Après, oui, c'est pas le même que maintenant, il n'y a pas de vrille, il n'y a pas de truc à un bras. C'est pas pareil. Non. Mais voilà, en tout cas, il y a une belle énergie. Ouais. Vraiment une énergie. Et ce qui est bien, c'est que ça a figé aussi des grands danseurs qui ont disparu. Tu vois, quand il y avait les gars de Los Angeles, là, Turbo et... Oui, je vais te dire, ouais. Donc voilà, ça a figé des choses... Et puis, ben, nous, dans l'histoire du hip-hop français, il y a quand même les PCB, quoi. C'est les premiers b-boys, enfin, premiers b-boys. Dans les premiers b-boys, Solo, Franck le Breaker Fou, et Nico Noki, ouais. Quand même, quoi. Énorme. Ah, mais carrément. Et puis, il y a eu David Cola, David Cola, oui. Qui a fait dans le hip-hop, qui a fait son école de danse à Marseille, qui continue à danser, et même qui a, avec sa compagnie, qui a dansé à l'Olympia aux États-Unis. Hein. Ouais, mais c'est vrai que lui aussi, il a un super parcours, il a jamais lâché. Ouais. Avec sa compagnie La Forme, là, qui a été souvent copiée, mais jamais inégalée, comme on dit. C'est énorme hein, le duo qu'ils ont fait. Ah, carrément. Ouais, c'est clair. Ouais, donc en fait, c'est vrai qu'il y a une période de creux après l'émission, quand elle s'est arrêtée. D'ailleurs, c'est pas Sidney qui a voulu l'arrêter, hein, c'est pas de sa faute. Il y a des gens qui lui en ont voulu, apparemment, parce qu'ils se sont dit, ouais, il est passé à la télé, il a pris son bif, il est parti, c'est pas du tout ça. Et effectivement, il y avait un trou. Et après, grâce à Battle of the Year en 90, il y avait cet événement, Battle of the Year jusqu'à 95. Voilà. Et après, t'as raison, en 2000, ça revient, mais il y a eu une petite période quand même où il y avait que des pionniers qui restaient. Ouais, il y avait un creux, ouais. Mais attention, c'est aussi grâce à un nouveau courant musical qui est arrivé en France, la New Wave. D'accord. C'était les musiques de Cure, de U2, etc. Ouais. Donc il y a eu cet arrivage de New Wave qui a justement, un peu comme une mode, un peu comme quand une musique est terminée, les gens ils ont basculé, la population a basculé vers ce courant musical aussi. D'accord, ouais. Bon, très bien, hein, les Etienne Dao, voilà, toutes ces choses-là. Des musiques un peu plus sombres qui plaisaient à des gens, mais nous on s'y retrouvait pas. Ouais, bien sûr. Après, il y avait toujours le funk des années 80, le boogie funk, tout ça qui était là. Il y a une Limited Touch, D-Train, Cameo, tout ça, on écoutait ça aussi.
Parce que moi, quand j'ai commencé, j'écoutais ça avant le hip-hop. Et les Cameo, les Brass Construction, tous ces groupes de funk, c'est mes premiers coups de foudre. Et dans la radio, après, il y avait un rap. Mais au départ, le premier guide pour moi, ça a été le funk 80. Ouais, c'est ça. Enfin, ouais, c'est vrai que Cher de Get Busy le dit, au début, c'est un peu l'électro-funk qui est arrivé en France avec le break, avant que ce soit... C'est un peu ça avec African Bata, tout ça, c'est un peu... Herbie Hancock, c'est un peu l'électro-funk, on va dire, électro-rap, et après, c'est devenu, si je ne dis pas de bêtises, ça c'est un peu plus... En fait, il y a trois choses. Il y a le hip-hop old school, le hip-hop middle school, moi que j'appelle, middle school, et le hip-hop new school. Le hip-hop old school, c'est tout le hip-hop qui a été fait avec des instruments. Oui, ok. Ouais. C'est-à-dire par exemple, quand on s'est rejoué les lignes de basse, etc., par exemple, Sugar Hill Gang, il y a un band qui est derrière, qui s'appelle, il me semble, je crois que c'est Positive Force qui joue derrière. D'accord, ok. Et qui rejoue la ligne de basse de Chic, la batterie, etc. D'accord. Donc, et puis même tous les premiers raps, les Eddie Sheba, les Tanya Winley, tous ces tout premiers raps, derrière, c'est des gars qui jouent. Donc ça, c'est de la old school. Dès qu'il y a eu l'apparition des machines, on peut parler de middle school. D'accord, ok. Fait à la machine. Synthé, tout ça. Synthé, TR-808, voilà, pour moi, c'est de la middle school. D'accord, ok, ouais. Et c'est arrivé en 80, même en 84, Houdini, tout ça. Et ça veut dire qu'il y a des artistes qui ont fait et de la old school et de la middle school. Ouais. C'est-à-dire, voilà, parce qu'ils ont évolué avec leur temps. Un peu comme les gens qui font de la soul ou du funk, à un moment ils font de la soul, du funk, et après, comme James Blunt, à un moment il a fait du disco. Ouais, ok, ouais. Parce que c'était la mode du disco. Donc voilà, là c'est pareil. Ouais. Il y a eu les TR-808, et tout ça en France ça a été vraiment amené, on ne trouvait pas les maxi ou les albums, c'était compliqué. Le plus connu qu'on trouvait c'était Mantronix, King of the Beat. Bien sûr. King of the Beat. Voilà, Mantronix qui avec son album, c'est arrivé en France, c'était extraordinaire. Ouais, parce que c'est vrai ça, que la Fnac, ils s'en foutaient de... Ils n'importaient pas ce genre de vinyle là, sauf Mantronix, le reste... Si, ils faisaient quand même un effort. Ah, ok. Un effort, hein, parce qu'on trouvait quand même des disques, mais avec un sticker importation, oui. Et qui était beaucoup plus cher que les autres disques. D'accord, ouais. Voilà. Mais il y a eu quand même un effort, mais comme on n'avait pas Internet ni Shazam, quand ils mettaient un disque où c'était juste écrit Mantronix, si tu connaissais pas Mantronix, tu l'achetais pas. Ouais, ouais. Nous, on achetait quand... c'est simple, hein, quand on voyait un black ou une black sur la pochette, on achetait. Je vois. À l'époque, on cherchait de la black music, on cherchait une belle photo, hop, on se dit ouais c'est du hip-hop ou c'est du funk et on l'achetait. Ouais, à la jaquette. Comme ça. Bah comme nous les... Après dans les vidéoclubs c'est pareil, pour un film tu savais pas, donc tu regardais la jaquette, et puis bon derrière un peu le résumé, et tu prenais, et des fois tu te faisais avoir, mais ouais, la jaquette, ouais c'est ça. À la jaquette, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Shazam, il n'y avait rien, il n'y avait personne qui t'expliquait. Donc voilà. Alors ça m'a fait rire parce que dans le film, on voit un mec en train de voler un disque, tu sais, il met le disque dans son pull, tu sais, chez le disquaire. Alors moi je faisais mieux. Ah. Parce qu'en fait mon pull, tu vois, il était comme ça, il était retroussé. Ouais. Et je fermais mon bouton, ah, oui. et dessous j'avais une ceinture. J'avais une pointure ici, là, exactement ici. La technique. Et j'allais chez le disquaire, j'ouvrais le blouson, je glissais le disque sous la ceinture. Je serrais la ceinture pour que le disque épouse mon corps et je rebaissais mon pull. C'est génial. Et je sortais avec le blouson ouvert. Ah ouais, voilà. Ah putain. Ah ouais, c'était la technique, hein. On n'avait pas de fric, hein. Voilà. Bah. Et le truc le plus fort que j'ai fait, c'est un jour vers la période de Noël, je suis venu avec un carton vide, avec une fente qui était dessous, et je portais le carton, et chez le disquaire, j'ai retourné le carton, on a mis le manteau dessus, on a ramené tous les disques qui nous intéressaient vers le carton, et à un moment donné, on a chargé le carton par la fente, et en
En un one shot, on a dû voler 70. Waouh! Et après, on retournait le carton, le carton, donc la fente était dessous, et on repartait. Putain. Bah, pareil pour le graphe, ils expliquaient que je sais plus qui dans le livre Regarde ta jeunesse dans les yeux, ils ont un fauteuil roulant et en fait en dessous ils avaient mis un filet ou je sais plus quoi, donc en fait ils étaient avec ce mec et ils ont mis tous les bombes en dessous et ils sont partis. C'est les techniques. Après, il y a le karma qui joue, hein, parce que j'ai eu un magasin, Guitar Records à Grenoble pendant 10 ans et on a volé énormément de disques aussi. Ouais. Donc après, c'est le karma et je l'accepte. Faut savoir prendre des risques, mais il faut savoir que quand on fait des choses comme ça, on le paye un jour ou l'autre. Ouais. Donc, vous payez la facture, maintenant je suis clean. Ouais, mais à l'époque il y avait que ça alors. J'ai mis les émissions HIP sur internet grâce à un ami qui est technicien, Martin Roux. D'ailleurs, je lui fais une petite dédicace aussi. Merci à lui, ouais. Parce qu'il a travaillé sur le truc. Et puis, donc on a mis les vidéos et dès que c'est arrivé, ça a été vraiment un raz-de-marée. C'est-à-dire que les gens, ils ont halluciné. Et Sidney m'a remercié sur France Inter en disant je remercie DJ Boudka parce que sans lui, les Français n'auraient pas pu connaître le démarrage du hip-hop en France. C'est clair, c'est clair. Voilà. Et après, il y a eu d'autres vidéos qui se sont mises. Donc c'est bien. Mais par contre, il manquait les finales. Et un jour, je suis allé à Marseille et il y avait un rebeu qui vendait des disques. Et quand je regardais les disques, c'était que du hip-hop old school très intéressant. Souvent sur Vogue. Il faut savoir que le hip-hop en France, il a été beaucoup. Il y a eu beaucoup de pressages français aussi. D'accord. Et les Français, intéressant, c'est qu'ils faisaient des pochettes françaises avec la tête des artistes, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Sugar Hill Gang aux États-Unis, quand tu achetais le Rapper's Delight, c'était macaroné, c'est-à-dire que tu n'avais pas de pochette, c'était juste une pochette générique. D'accord. Et en France, ils faisaient l'effort de faire une pochette. D'accord, ok. Voilà. Et donc, ils vendaient du Crash Crew, du Trash House Free, des choses très intéressantes. Tu vois, les premiers groupes de hip-hop. Bien sûr. Et on commence à discuter, je lui parle des vidéos HIP à choper, et il me dit tout de suite, tu les as les finales? Et là, je deviens blanc, et je lui dis, ben non. Il me dit, écoute, c'est simple, hein, nous à l'époque, dans les cités, on avait les magnétoscopes tombés de camion. Donc, moi j'ai les finales, je suis dans une cave à Marseille. Ah putain. Dans une cave à Marseille. Alors j'ai dit, écoute, gars, je te propose un truc. Envoie-les-moi, je te paye le recommandé aller, le recommandé retour et je te crédite sur les vidéos. Alors comme dans le sud, je me méfie un peu parce que les gens, il y en a beaucoup que c'est des bouches. Ouais. Eh ben lui il l'a fait. Donc j'ai reçu des vidéos et je les ai mises. Et David Colla, je l'ai appelé, je lui ai dit j'ai les finales. Et il me dit c'est pas possible. Si t'as ça, c'est incroyable. Je les ai jamais revues, les finales. Je ne l'ai jamais revu. David Colla m'a dit ça. C'est génial. Il m'a dit si tu verras. Et il y a eu les finales. Et il y a eu un artiste que je cherchais. Jamais je pensais que j'aurais pu trouver ça. C'est Pumpkin. Pumpkin, c'était un des batteurs qui jouait de la batterie donc, dans les années 80. Il faisait la batterie des groupes comme Fearless Four ou d'autres. Et c'était un des premiers King of the Beat avant Mantronix. D'accord, ok. Il y a eu plusieurs King of the Beat dans l'histoire du hip-hop. Et puis il y a eu Paul C aussi à l'époque de Ultramagnetic MC. Paul C qui est décédé aussi, qui est vraiment le gars qui fait des rythmiques de dingue. Quand tu écoutes ce qu'il a fait, waouh, c'est des ovnis. Et d'ailleurs, je m'en suis servi aussi pour le break, et ça m'a inspiré aussi pour le break. Donc Pumpkin, je mets la vidéo sur YouTube, et d'un seul coup, un raz-de-marée. Il y a la famille qui m'envoie un message. Merci, on n'avait jamais vu notre oncle jouer parce que depuis il est décédé. J'ai eu un gars du Bronx qui m'a appelé, c'était la nuit, tu vois, avec le décalage horaire. Ouais. Il m'a appelé à remercier dans le Bronx, on entendait la circulation du Bronx. C'est génial. C'était incroyable. J'ai eu plein de retours, mais c'était vraiment incroyable.
Juste dans l'histoire, il y a quelqu'un qui m'a juste piqué la vidéo, tu sais comment ça se passe hein, sur YouTube. Bien sûr. Il a pris le petit échantillon, il l'a mis et voilà, il a récupéré un peu le truc, mais bon, c'est pas grave. Ouais. L'important c'est que ça soit là. Et après, il y avait des rappeurs qui parlaient sur la batterie de Pumpkin. Et les gens ils se disaient, mais c'est qui ces rappeurs? Ils viennent d'où? Non, mais c'est des gars, c'est des fake MCs. Tu vois, c'est des gars, c'est des faux rappeurs, ils ont dû mettre ça pour l'émission. Et puis il y en a un qui a manifesté, qui m'a écrit, et qui a écrit même dans le truc, il a dit, non, 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 on est les Fresh Free MCs, c'est bien nous, on représente. Mais on se souvient à l'époque qu'il y avait une télévision française, jamais j'aurais pu penser revoir les images, c'est incroyable. J'avais 16 ans à l'époque, il m'a envoyé une photo de lui avec ses compères, donc Fresh Free MCs, qui faisait partie du Profile All Star. Profile c'est une maison de disques, voilà, et il y avait Dr. Chicken and Mr. Hyde dedans, il y avait plein de... Il y en avait plein, et voilà, c'est les Fresh Free MCs avec Pumpkin qui était dans l'émission de ciné HPHOP, le spécial New York. D'accord, waouh. Et tu sais que tu as aussi, tu sais, j'ai regardé hier, ils sont venus à Lille, au cratère de République, où nous on s'entraînait dans les années 90. Oui. Et il a... Ouais, oh, ça c'est génial. Et ça, ces vidéos-là, elles sont pareilles, c'est génial. Ah ouais, non. Merci pour... Et à l'époque, j'étais un peu déçu pour parler, parce que les Force NBC, moi je voulais du hip-hop pur et dur, tu vois, des trucs comme UTFO, Dr. Chicken and Mr. Captain Rock, tous ces trucs-là, que j'avais découvert pour l'histoire, parce que c'était compliqué à trouver, dans les disques, ces disques-là. Ouais. Ah oui, mais oui. Il y en a 11 ou je sais pas combien, oui. Ah ouais. Voilà, c'était les Street Sounds Electro. Oui, voilà, Street Sounds Electro, ouais. Était en importation, qui était difficile à trouver en province. Je pense qu'à Paris, c'était beaucoup plus facile. C'était numéroté, et là, il y a plein d'artistes de l'époque. Il y a Egyptian Lover, Alim, les premiers Turntablisme, Night of the Turntable, Free, High Fidelity Free, le Grip Peso, Captain Rock, tous ces gens-là, ils se retrouvaient sur les compilations, et pour moi ça a été une révélation. Ça c'était vraiment une compilation des meilleurs... putain. Ah ouais, mais on ne trouvait pas les maxi. Alors évidemment, quand tu t'appelais Dynasty et que tu étais à Paris, c'est ce qu'il dit, hein. Lui il a tous les originaux, des trucs... Mais voilà, et parce qu'à Paris c'était vachement bien achalandé. Oui. Bon, en province on ne trouvait pas les maxi, on ne trouvait rien. Dès qu'il y avait un petit Fat Boys, on se jetait dessus. Ouais. Mais voilà, c'était compliqué à trouver sur ces compilations. Et moi, ça a fait un peu ma culture hip-hop. De base, c'était la middle school, tu vois. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est bien, c'est que Egyptian Lover, il continue. Ouais, mais oui. Et il joue toujours avec sa TR-808, et moi je trouve ça incroyable. Ah, c'est génial, parce qu'il fait encore des morceaux, après on reconnaît sa patte, mais il a fait l'album 85, 84 et tout, et ouais, il est toujours... Il arrive à toujours créer des nouveaux... Alors c'est son style, et des fois même il change de style un peu, mais ouais, non, il arrive encore à créer des choses, Ah ouais, lui, gros respect pour lui, franchement. Mais avant Ayam, parce qu'en fait c'était tout l'univers égyptien. Oui, c'est vrai. Avant Ayam, c'était tout l'univers égyptien. Alors, est-ce que ça a été l'inspiration d'Ayam? J'en sais rien. Ah, oui. Je pense quand même qu'Ayam, ils écoutaient Egyptian Lover, c'est sûr et certain. Oui. Bah oui, quand ils ont dansé au début, oui, bien sûr. Bah oui, parce que voilà. Et là les classiques électro, t'as tous les numéros? Il y en a 11 ou 12, hein, je sais plus. Il y en a que j'ai pas besoin d'avoir parce que maintenant j'ai trouvé les originaux. Ouais, c'est vrai. Donc j'ai plein d'originaux, et puis je les ai déjà joués en battle, etc. Donc voilà. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens dans le hip-hop qui achètent des 33 tours, etc. Mais attention, hein, le meilleur format du hip-hop, c'est la cassette au début, et 2, c'est le maxi 45 tours, parce que le son est meilleur. Il y a les instrus, il y a les acapellas, c'est ça le format du hip-hop.
Et pour scratcher, je Le pense que format je petit. suppose que c'est plus facile de scratcher sur un grand qu'un petit qui peut, non, qui peut sauter ou t'as pas d'appui. Enfin, Mais pire que ça, un jour j'ai mixé à Rennes, j'ai mixé à Lubu. Lubu, ouais, c'est ça. Et c'était incroyable, il y avait comme à l'Olympia, j'ai mixé avec DJ Farois, il y avait DJ Kuka, DJ Farois avec des grosses lettres, un peu comme ma ceinture. hmm. Et puis je passe un maxi et après je passe un 33 tours, mais tellement le son il était faible, j'arrivais même pas à l'entendre au casque. Ah putain, d'accord. C'est là, Ah, c'est là où je me suis dit plus jamais les 33 tours. Le d'accord. 33 tours c'est un format pour écouter à la maison, Ok. mais c'est pas un format pour jouer dans la rue. On joue des maxi. D'ailleurs tu verras jamais Dynasty jouer des 33 Non. tours au Dynastyle, hein, c'est tout en maxi, hein, c'est le format hip-hop. Ouais, c'est vrai. Et la cassette, c'est le format hip-hop parce que c'est là où il y a eu les premiers raps. Ça s'est fait sur cassette Hmm. avant le vinyle. Tous les battles de Cold Crush Brothers, etc. Ça s'est fait en cassette d'abord. Ah, ouais. D'ailleurs, pour information, Cold Crush Brothers, ils ont sorti leur disque, mais tardivement après, dans les années 80, alors qu'ils sont là depuis 75, les gars. Ouais. Ouais. Oh, Surtout avec Grand Master Cass, qui a un flow de psychopathe, quoi. carrément. Ouais. Et qui est vraiment pour moi un anthème dans le rap. Et donc, c'est quoi les vinyles que t'as mis en avant là derrière? C'est des vinyles spéciaux peut-être? Ah eh ben déjà, il y a Groovology, c'est le disque que j'ai sorti. Yes! C'est moi. Ouais. Après, il y a mes mixtapes là. Oh, yes! Voilà, la PC Break et la dernière du Japon. Mhm. Après, le classique Incredible Bongo Band avec Apache. Bien sûr. Donc ça c'est l'original. Ça c'est que des originaux. Ça c'est le Baby Rap avec le morceau B-Boy très connu Listen to Me. Hmm. Et là j'ai mis le Lafayette Afro Band. Je sais pas si on le voit bien. Si, ça va. Ouais. Voilà, je vais le prendre et puis le mettre plus. Voilà, ça c'est l'original aussi. Ok. De Lafayette Afro Band où il y a le morceau IH qui a été samplé par Public Enemy. IH. Ah bah, je regarderai. Ok. Ouais, IH qui est un classique. Et il y a Conga. Ah non, pardon, IH c'est sur l'autre, c'est Conga. Conga D'accord. c'est un truc de break. Conga. Conga Tatana, Conga Mais si, c'est début 2000, c'était un des classiques de DJ Leassi. Ah bah, d'accord, ok. Bah, ouais, de toute façon, ok. Ah ouais. DJ Leassi. DJ Leassi, j'ai mis avec lui, avec les DJ anglais avant qu'il ait son accident. Ah, c'est un accident? Donc, D'accord. Ouais, j'ai eu cette chance de mixer avec lui à San Francisco. Ah, ouais. Lui aussi, il a ramené un petit peu un nouveau. Enfin, il a ramené des nouveaux sons. Enfin, il a. Ah mais mieux que ça, pour moi, DJ Leassi, que j'admire énormément, c'est celui qui a... il a amené énormément de choses dans le hip-hop. Hein. Déjà, il a eu un concept, mais qui était là, c'est qu'il restait longtemps sur un morceau. D'accord. Ce qui fait que les gens, ils l'enregistraient. Actuellement, on passe à un morceau, ça dure 2 minutes, et après on passe à un autre. Ouais. Là, il pouvait rester une demi-heure sur le même morceau. Une demi-heure? Pour que justement les danseurs ils soient, Ouais. ils travaillent leur pas, ils soient complètement dans le rythme. D'accord, ok. Et après, ils faisaient ces variantes en faisant des scratchs, différents scratchs, tu vois, en laissant tourner le morceau, en l'arrêtant, etc. Donc c'est intéressant. Ah, mais carrément. Oh. Et donc, toi, t'as bien connu Dynasty, enfin, tu connais bien Dynasty, mais à l'époque, tu l'as croisé plusieurs fois, au début, je suppose, à ses débuts. Alors jamais à l'époque, parce que moi j'étais en province, j'ai pas croisé grand monde, d'ailleurs sur Paris je suis pas très connu. Je suis connu énormément par les vieux danseurs qui me connaissent, qui je suis. Mais sinon, c'est après que je les ai rencontrés, tous ces gens-là. Dynasty, je l'ai croisé. Qu'est-ce que je raconte? Je l'ai croisé à l'époque dans le métro. D'accord. Voilà, je l'ai croisé dans les années 80, fin des années 80. D'accord. Je l'ai croisé dans le métro, j'étais dans la rame et je l'ai vu sur le quai. Je suis descendu, je suis allé le voir.
Ah, Dynasty, bon, il ne me connaissait pas évidemment. Je lui ai dit, je peux t'offrir un verre. J'ai offert un verre, je lui ai dit, c'est quoi tes disques old school de rap que tu kiffes et tout. Il m'a fait une liste, il me les a écrits. Et après, ben, j'ai essayé de les chercher. C'est génial. Et dedans, il y avait un disque, c'est le... Comment il s'appelle? Dedans, il y avait un disque. Il est là-dedans dans les trucs de rap. Et tout ça, c'est du rap. Hein. Tout ça, D'accord. tout ça, tout ce que vous voyez là, c'est des trucs old school. Ah bah il est là. Non. La chance. Ah. Sérieux, la chance. Ça, c'est magnifique. C'est 5 points. D'accord. 5 points. Voilà, 5 points equality. Tu vois. Ok. 5 points equality. Voilà. Yes. Et pour la petite anecdote, c'est Dynasty qui m'a filé la ref. Je l'ai trouvé et je l'ai même trouvé en double parce que je le jouais. Et après, j'ai revu plusieurs années après Dynasty et j'ai dit ben merci de m'avoir conseillé le Equality 5 Points. Et il m'a dit ouais, tu parles, on me l'a volé. Oh. Et j'ai dit ben ok, ben je vais t'en retrouver un. J'en ai retrouvé un. Le jour que je l'ai retrouvé, il m'a dit il avait les poils qui se sont dressés, il a failli chialer dans mes bras. Oh putain. Tellement il était content. Parce que c'est un disque vraiment qui était très cher pour lui. Tu vois, il y a des disques, ça fait partie de notre sang en fait. Ouais, ouais. Moi c'est pareil, les disques c'est mon sang. C'est-à-dire si tu me les enlèves, c'est presque compliqué de vivre. Ouais, ça pourrait être une dépression, ça pourrait être... Ouais, Ah ouais. C'est plus que ça, c'est comme une musique de film. Ça nous a accompagnés dans la vie. Oui, oui. C'est-à-dire que ça fait partie d'une histoire de notre vie. Donc quand on te l'enlève, c'est comme si on t'enlevait une histoire de ta vie. Bah, c'est vrai que moi, quand j'écoute des musiques, même en MP3 ou en cassette, ça me rappelle une époque où je les écoutais, c'est vrai que c'est... Ouais, c'est ça, c'est un morceau de ma vie, c'est une bande-son de vie, t'as raison, exactement. Bah alors en vinyle, c'est encore pire, parce que tu le touches. Voilà. Si on t'enlève That With The Rain de Eddie Kendricks, par exemple, ou Candido, ou Can, ou toute cette époque où la période dorée, ou même ce morceau que j'ai popularisé là... Oui, ah, c'est toi. Bah merci. Eh ben, ça, c'est moi qui l'ai fait découvrir au monde entier au niveau du break. Pour la petite histoire. Excuse-moi. Ouais, c'est pas grave. Pour la petite histoire, pour l'histoire de ce morceau, parce qu'il a une histoire. J'étais au magasin Bluka Records. Je travaillais sur ma mixtape. Il y a David Cola qui était dans la boutique. Et je lui fais écouter ce morceau. Et je lui dis, qu'est-ce que t'en penses? Il se retourne, il me dit, c'est incroyable, c'est trop de la bombe. Ah. Ok, j'ai ton approbation, je le mets dans mon mix CD, dans celui-là. Dans celui-là. Ok, ah. Donc, je dis ok, je le mets là-dedans, et puis je l'ai mis. Et très vite, on m'a piqué le morceau, il y a des DJ parisiens qui l'ont rejoué sur Paris, et pensaient même que c'était la paternité, que c'était ça. Sauf que moi, c'est gravé là-dessus, il y a une preuve, ouais. Et c'est bien moi. Et quand je suis allé au Japon, c'est incroyable parce qu'ils ont rejoué en live devant moi ce morceau. Ah, alors ça... Je remercie Taka qui m'a invité au Japon, qui a tout organisé. Taka, big up. Parce que là, moi, ça m'a fait dresser les poils, que tout, voilà. Ils ont joué en live ça. Ça, c'est génial. Ouais. Et c'était incroyable, Voilà pour la petite histoire. Ouais, bah comme je te parlais l'autre fois au téléphone, moi j'avais fait Battle of the Year en 2004, enfin j'ai été là-bas. Et comme je disais, je dansais dans les cercles et tout, et puis c'était Supervisor, je sais plus le groupe, mais ceux qui ont fait aussi un autre titre super connu. Et en fait, j'entends le son, je dis ah ouais, ça j'adore et tout, je commence à danser et tout. Et je te dis, je me retourne, je vois... Ils étaient sur un bloc, un carré, là, ils étaient en train de faire la musique devant moi. En fait, je dis, oh non, ils sont en live, c'est encore mieux, c'est génial. Moi, je pensais que c'était un MP3, j'avais même pas fait gaffe, c'est génial. Ah. Bah oui, parce que ça donne une autre dimension quand c'est joué. C'est pareil, après, les Japonais, ils ont joué Pleasure, ils ont joué des trucs de dingue, des morceaux que je connaissais, ça donne une dimension, tu dis, waouh, c'est énorme. En plus, ils sont beaucoup plus en avance que nous, parce que... moi, en tant que DJ de break, il y en avait plein qui me connaissaient. Alors qu'en France, même des jeunes. Alors qu'en France, il y en a plein, ils en ont rien à foutre.
Bah, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Pour eux, le hip-hop, c'est du consommable. Ouais, bien sûr. Je prends, je compte. Mais après, chacun a son histoire. Il y en a qui font pas ça. Il y en a qui prennent, qui intègrent, qui s'intéressent, etc. Donc c'est bien. Carrément, Il faut carrément. qu'il y ait de tout. Oui, 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 de toute façon, oui. Et il faut comprendre aussi qu'il y a encore du bon hip-hop. Il n'y a pas que du hip-hop mainstream. Il y a encore des gens qui font du bon hip-hop. Mais par contre, pour le trouver, il faut qu'il y ait une vraie démarche personnelle. Il faut diguer, il faut creuser, il faut chercher. Ouais, ouais. Voilà. Mais quand on a trouvé, ben, on est content et puis voilà. Bah, c'est pas toi qui avais partagé le remix de Scénario sur ton mur, là, d'un nouveau groupe, là, qui... Ah oui, 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 Costa, un truc comme ça. Et après, j'ai vu Ouais. d'autres gens le partager, mais ouais, ils ont super bien posé, ils sont restés dans le truc, mais avec leur style, c'est génial. J'ai kiffé. Ah ouais. Et en fait, un groupe qui s'est drôlement inspiré d'un groupe qui s'appelle Leader of the New School. Ouais, bah, l'ancien groupe de Busta Rhymes. L'ancien groupe de Busta Rhymes. Ouais. Si j'arrive à choper Oh bah regarde, on a mais en plus, Putain. je connais tellement bien les disques que j'arrive à les reconnaître par la tranche du disque. Voilà, c'est chaud. Hein. Ouais, yes. Voilà, ça c'est le deuxième disque que je conseille de Leader of the New School. Et ça, il y a le premier aussi. Je sais pas où il est le premier. Il est là. Et ça c'est Oui. le premier Leader of the New School. Qui est compliqué à trouver. D'accord, ok. Et ce disque-là, j'avais eu l'information dans un petit fanzine qui s'appelait The Zulu Letter. Ah, t'en as encore? Tu les as encore? Bah, non, je les ai tous jetés. Ah, J'étais abonné. Oh. J'étais abonné, mais je peux les avoir parce qu'il y a un gars qui s'appelle Bruno Madjar qui les a et qui peut me transmettre l'information. C'est Donc on génial. doit se voir sur Paris là parce que je vais à Paris le 13 novembre, je suis à Clignancourt, donc je vais voir plusieurs personnes Mhm. et on va parler de ça. Et Leader of the New School, il y a Dynasty à un moment donné qui pose plusieurs disques de cette époque et il y avait ce disque-là, Leader of the New School. Ah. Et après, quand j'ai vu le flow de Busta Rhymes, je me suis dit putain, c'est Busta et tout, c'est énorme. Et ce groupe récent là dont tu parles, il s'inspire de toute la philosophie de Leader of the New School. D'accord, ok. Cette manière voilà. Ah ouais. Mais c'est vrai que mais déjà Busta Rhymes, c'est vrai que rien que dans le groupe, rien qu'à l'écouter, on voit qu'il y avait, ils étaient trois, c'est ça je crois. Hein. Ils avaient tous leur style, mais lui, il avait vraiment il arrive comment il rappe et tout, un peu jamaïcain, enfin comme il vient de Jamaïque, un peu raga, reggae, rap. Et son style, déjà ses vêtements, comment il bougeait et tout, déjà, il était différent des autres. Enfin, il avait déjà son style quoi. Ouais, mais tout était bien, puis même la prod, elle était incroyable. Et, ben, moi, je m'en suis servi aussi dans le break, hein, je prenais des instrus dans les... parce que justement, dans cette tape-là, elle était différente de mes deux premières mixtapes cassettes. Mm-hmm. Les deux premières cassettes mixtapes, c'était des morceaux, par exemple comme du Jimmy Castor, ou des trucs comme ça. Des classiques quoi. Ou des trucs... des classiques, mais des trucs aussi moins classiques. Tu vois, il y avait par exemple le break de The Whispers, Light. D'accord. Donc ce break qui est extraordinaire. Il faut que tu écoutes le morceau The Whispers, qui est un groupe des années 80, tu sais qu'on connaît avec On the Beat Goes On. Ouais, c'est ça me dit. Ouais, voilà, je connais, ouais. Voilà, et ben ils ont fait un morceau qui s'appelle Hit Light, et il y a un break de dingue dessus, la batterie et tout, que j'avais mis dans cette cassette. En bref, Pierre que tu parlais, c'était à l'époque où je connaissais Pierre, tu vois. Dans le début des années 2000, j'ai connu Pierre, Sony, et ces cassettes-là, ça tournait. Ouais. Et après, donc ce CD, c'est Freestyle Session qui m'a inspiré. Ça a été des beats plus hip-hop, tu vois, des styles 90 plus lents. Oui. Mais j'ai essayé justement de ne pas tomber dans les classiques, de ne pas mettre du Trap Called Quest, de ne pas tomber dans les trucs du KRS-One et tout. Non, mais plutôt des petits groupes. D'accord. Des petits groupes anglais, des instrus, etc. Des choses qu'on n'entendait pas. C'est pour ça qu'elle a eu du succès, ce CD. Ouais, bien vu, ouais, du coup, ouais. Carrément. Ouais. Et après, à la suite de mon voyage au Japon, j'ai fait celle-là.
la Two Free Break Ah, ok. Japon. Et en fait, le concept, quand je suis allé au Japon, ils voulaient que je mixe du vinyle. Ok. Et je leur ai dit, non, non, mais moi je suis passé à autre chose. Moi j'aime toujours le vinyle, je sais mixer du vinyle. Je leur ai dit, non, non, mais moi j'ai une autre approche. Je mixe avec un contrôleur, je mixe avec une DJR, je mixe avec une boîte à effets. En fait, j'ai une autre approche. Donc ils m'ont fait confiance, ils ont dit ok. Et comme ça, je mettais des effets. Et tous les morceaux, en fait, c'est moi qui les faisais. Tous les morceaux que je passais, je les avais créés. Wow, ok. C'était un Shazam. On ne pouvait pas les chasamer. Et c'est pour ça que je ne voulais pas les mixer en vinyle, parce qu'autrement, on aurait pu savoir ce que je jouais. Ouais. Là, c'était des morceaux. Et dans cette tête, il n'y a aucun morceau que vous connaissez. Et c'est une autre approche de ce qu'on voit, je trouve, dans les battles. C'est moins classique, c'est un côté plus guerrier. Et c'est original avec des mélodies arabes. Ouais. Bah, j'ai écouté, tu me l'as envoyé là? Ouais, c'est génial. Si, j'ai écouté. Au début, je l'ai mis en faisant la vaisselle et tout. Je dis, oh, bien et tout. Deuxième, oh, bien et tout. Et je vais la mettre au training si tu me permets, pour la faire écouter aux autres. Voir ce qu'ils vont me dire, tu vois. Je vais leur dire, écoutez ça et dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je me vois bien danser dessus, donc je pense qu'ils vont danser dessus normal. Je te dirai. Mais ouais, ça bouge bien, c'est nouveau, c'est. Ouais, moi je la trouve violente, hein. Elle est vraiment. Carrément. Mais elle dure pas longtemps, elle dure 26 et 30 minutes, non? Enfin, elle dure combien de temps? Ouais, je suis plus de phase de 20 minutes. Ouais, c'est ça, je crois, ouais. Bon, 40 minutes. Bon. Ouais, 40 minutes. Ok. Il y a de quoi bien se déchirer. Ah oui, carrément. Donc voilà. Donc après avoir mis les émissions à chipper à choper, on a fait un disque avec DJ Noir, le Groovology aussi. Et après j'ai fait un maxi, j'ai fait un titre sur une compile, etc. Donc voilà. Et t'as des... Ah bah vas-y, ouais. Et ici... Avec les statuettes de Jean-Yves Blanc, c'est ça? Exactement, parce qu'en fait Jean-Yves Blanc, je l'avais croisé au concert de Jurassic 5. Oh, ok. Et comme j'étais dans les loges avec Jurassic 5, il y avait aussi Jean-Yves Blanc. Et je lui ai dit, putain, ton travail c'est trop bien. C'est génial, ouais. J'avais bien vu son travail dans un wax poétique. C'est une revue de disques, etc., un peu underground. Je lui ai dit, si tu pouvais me faire ça. Et sur la pochette, donc il y a Bootsy Collins, Eddie Hazel, Rocksteady Crew, Flavor Flav des Public Enemy, Grandmaster Flash au platine. Et puis derrière, il m'a même fait des back disques. Tu vois. Waouh. Génial. En format tout petit. Miniature, oui, miniature. Enfin, miniature, ouais. Ouais. Et le disque, je sais pas s'il en reste actuellement, j'ai des copains qui ont du mal à le trouver maintenant. Tu vois, il est en couleur orange. Ah ouais. On fait les choses bien, hein. Je vois ça. Pride Vibe a été aussi le label qui a fait le disque de Dynasty. D'accord, ok. Ouais, qui a un peu relancé Dynasty dans la mesure où ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait de disque. Et là, il a fait un disque qui s'appelle System D. Voilà. Oui, sur le label Pride Vibe. Ok, d'accord. Et donc là, est-ce que tu as des projets de mixtape encore ou pas? Ou est-ce que pour l'instant c'est plus du mix dans des endroits? Enfin, qu'est-ce que... En fait, moi, quand je fais quelque chose, déjà, j'aime bien faire un truc que les autres ne font pas. Ouais. Et cette cassette-là, elle est super aboutie en fait. Et je trouve qu'elle n'est pas assez connue des uns et des autres. T'as raison. Donc, ce serait que les organisateurs prennent la peine d'être un peu plus curieux avec leur budget. Un peu plus respectueux aussi avec l'histoire du hip-hop français, c'est-à-dire ne pas laisser dans l'abandon DJ Slant, DJ Ben, tous ces gens qui ont contribué à faire ce qu'est le break aujourd'hui. Ouais. Et puis, si encore on passait des trucs qui étaient un peu hors sujet, je comprends qu'on nous laisse un peu de côté. Oui. Mais je peux vous dire que des DJ de break, j'en mets encore plein à l'amende.
l'an dernier, j'ai joué avec un DJ et il jouait. Et après, quand j'ai joué, tout le monde s'est retourné. Oh. Parce qu'en fait, comme je masterise mon son, le son est beaucoup plus violent et fort que ce que les autres jouent. Donc, Ah ouais. Bah écoute, on va. Ouais, t'as des extraits sur internet, on peut peut-être faire partager sur les réseaux. Ouais, quand on tape sur YouTube DJ Goodcat 2 Full Break Japan, il y a un petit snippet. Parfait. Qui est un petit extrait qui est là. Voilà. Ok, bah je ferai tourner, j'espère que ça va force, on verra. Hein. Ah oui. Et puis non, mais après des projets, je suis en train d'écrire un livre sur un autre domaine qui n'a rien à voir, sur la musique, mais sur un autre domaine. Voilà, et puis peut-être que je ferai un livre sur le hip-hop, un de ces quatre. Mais là, il y en a trop, il y a plein de gens qui écrivent sur le rap. C'est le moment là, ouais. Ouais, c'est le moment, c'est Noël, hop, tiens, je pose ton livre sur le rap. Ça m'intéresse pas. J'aimerais bien que quelqu'un écrive sur Dynasty, tu vois, je lui ai déjà proposé. Mais voilà, il y a tellement de choses à dire sur ce personnage, c'est intéressant. Carrément, ouais. Bien que les gens comprennent que c'est ce que je t'avais dit, hein, il n'y a pas une histoire du hip-hop en France, il y a des histoires du hip-hop en France. Ouais. Là, avec le monde de demain, on a vu une histoire du hip-hop en France, mais il y a eu d'autres histoires. Je suis d'accord. Il y a des gens à Toulouse qui ont fait du hip-hop, il y a des gens à Marseille qui ont fait. À Marseille, bien sûr. Il y a eu plein de choses, tout a bougé en France d'un seul coup. Donc voilà, tout le monde a eu son heure de gloire. Bah dans le Nord aussi, hein, au niveau du break, il y a eu des gros... Ouais, partout, ouais, ça c'est clair. Là, t'as raison. On parle toujours de Paris, on parle toujours de NTM, mais je suis d'accord. Bah voilà. Bah en fait, comme il y a eu le film sur NTM, il y a eu les livres de Vincent Piolet, ils se sont dit tiens on va continuer sur NTM, et il y a un moment, bon, heureusement qu'ils ont parlé de Dynasty, ça fait que c'est pas que NTM, il y a un peu Dynasty. Bah, après les autres... Bah après, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un focus un peu plus sur DJ Chabin. Moi j'étais content parce qu'ils ont quand même mis un morceau qui lui correspond, qui s'appelle le Mandrill, Camille Guetti. Et ce Mandrill-là, en fait, la première fois que j'ai vu DJ Chabin, il passait le disque, il y avait tous les danseurs qui dansaient dessus. Et notamment Salah qui dansait sur, sur Mandrill. Donc voilà, Salah que j'admire encore beaucoup de par sa danse, il est encore là, merci à lui, fantastique. Ouais. Et donc il manque ça, et surtout il manque la boutique Ticarette, évidemment. Je suis d'accord. Ticarette était contente avec Daniel de Ticarette, et ça c'est, pour moi c'est une grosse erreur. Bien sûr. Bon. T'as raison. Et après, il y a eu beaucoup d'erreurs chronologiques au niveau des disques, mais là j'aurai l'occasion d'en reparler. Oui. Voilà. Ça sera le sujet d'une prochaine interview. C'est ça. Il y a eu énormément d'erreurs qui sont quand même assez grosses. Ouais, non, je suis d'accord là-dessus et sur d'autres choses. Moi, sur la danse, j'aurais 2-3 trucs à dire ainsi, mais je le dirai effectivement pour cette vidéo consacrée. Mais après, il y a des bonnes choses aussi, hein, que je vais pas que critiquer la chose. Il y a des trucs que j'ai trouvé pas mal, mais c'est pas... Bon, après, on peut pas être parfait, mais en même temps, ils avaient un budget de télé, pas un budget de cinéma. Mais ils pouvaient parler, ça n'a rien à voir avec le budget, de parler d'autres personnes, ça je suis d'accord. Reconstituer la boutique de Ticarette, ça aurait peut-être été un truc en trop en plus, enfin, mais ils auraient pu en parler. À un moment, tu vois les vestes Troop, c'est la marque Troop, TR2OP. Ouais, on la voit, ouais. Et on la voit plusieurs fois, et c'est lui qui a ramené ça. Il en a acheté pour je sais plus combien, on lui a demandé de les ramener, il les a ramenés. Et ils en parlent pas. Oui. Et c'est le groupe Stetsasonic qui a mis ça en avant. D'accord, ok. Stetsasonic, qui s'est habillé de la tête aux pieds par la marque Troop. Et Stetsasonic, ça vient aussi de Stetson, c'est la marque de chapeau. D'accord, ok. Et je sais que IAM, ils avaient fait la première partie de Madonna, si je dis pas de conneries. Et justement, Dan, il a filé, parce qu'il avait plus que des ensembles Troops. Et justement, il y a la vidéo quelque part sur internet où ils sont tous habillés en Troop, blouse en cuir, et ils font leur choré derrière, en avant-première de Madonna. Parce qu'il dit, bah, je devais leur filer des tenues identiques. Et il me dit, j'avais 3 vestes de Troop blanches et bleues, enfin en cuir quoi. Et donc, ils ont été habillés en Troop, parce qu'il n'y avait plus que ça, on va dire. Mais c'est bien, hein, c'est classe. Mais ouais, c'était la marque de El Kouji, c'était la marque de. Enfin. Tout le monde l'a porté à cette époque aussi, hein, Troop. Ah, c'était. Ouais. Ouais, mais surtout Stetsasonic au début. Parce qu'en fait, Stetsasonic, ils ont posé sur leur pochette des disques avec le Troop. D'accord. Ouais, c'est vraiment
Ouais, donc Dan, ils en parlent pas assez, puis ils parlent pas aussi assez de Sydney. Mais bon, ça, on en reparlera dans l'autre vidéo, mais c'est vrai qu'il y a des choses, bon, des choses bien, des choses moins bien. On en reparlera dans la vidéo dédiée, mais ouais. Après, attention, hein, des critiques positives, hein, parce que dans le général, c'est très bien que ce film a été fait. Oui, Il y a plein de choses positives. Moi, je trouve que Joel Star il est très bien incarné par l'acteur. ouais. Dynasty aussi, connaissant Daniel et sa sensibilité, je le retrouve, il y a eu plein de choses. Ouais. Il y a quand même du travail. Oui, 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 il y a du travail, il y a des costumes, il y a des... Non. Et puis, c'est bien parce que moi, j'ai pas vu le film, hein, mais le film, il paraît qu'il est pas ouf. Mais la série, c'est vrai que je plongeais dedans, j'étais, à part quelques petites choses qui m'ont... ouais, c'était quand même... S'il fallait le noter, je mettrais pas 1 sur 5, je mettrais 3,5 sur 5, tu vois, quand même une bonne note. Non, non, j'ai bien aimé dans sa globalité. Ouais, mais même moi, je mettrais 4 sur 5 parce qu'en plus, c'est une série qui est longue. Ouais. Donc, ça dure pas 45 minutes. C'est pas un téléfilm, le truc c'est une longue série. Ouais. Donc c'est un gros budget, c'est beaucoup d'efforts, et puis voilà, il y a eu quand même un vrai travail de recherche. Et, ouais. Intéressant. Un casting, un jeu d'acteur, il y a eu des... Ouais, ouais, je suis d'accord. Et puis après, c'est nous les anciens de remettre la vérité, c'est pour ça aussi qu'on est là. Bien sûr. Et qu'on parle et qu'on ouvre notre bouche, c'est aussi pour, Bah oui. pour remettre la vérité, certains points, voilà, pour leur dire c'était pas comme ça à l'époque. C'est ça. Après, eux, ils ont les gens qui sont intervenus, ils ont sûrement pas parlé de ça. C'est pour ça qu'ils ne le savaient peut-être même pas, ou ils ont juste dit bon, ça, on s'en fout. Mais je pense qu'il y a un peu des deux. Ils ont peut-être eu les personnes qui ont parlé que d'eux, et ils n'ont pas parlé des autres. Donc, mais bon. Mais bon, ouais, ça reste quand même un super film, et on sent quand même qu'il y a il y a de plus en plus de gens quand même qui sont intéressés par l'histoire du hip-hop. Ouais. C'est bien, mais il faut vraiment leur dire qu'il y a eu d'autres choses. Il y a aussi l'histoire de la beatbox en France. Oui. Tu vois, tout le monde s'en fout, tout le monde n'en parle pas. Et puis même l'arrivée de la beatbox aux États-Unis, c'est quand même intéressant. Hein. Il faut savoir qu'aux États-Unis, pourquoi il y a eu la beatbox, donc il y a les premiers beatboxers, hein, Dougie Fresh, Oui, oui. voilà. Les gars des Fat Boys aussi. Il faut savoir que c'est parce que les gars, ils n'avaient pas de fric pour s'acheter les TR-808. Parce que la TR-808, c'est une boîte à rythme japonaise. Mm-hmm. Elle est venue aux États-Unis parce qu'il y a eu un flop commercial. Elle n'arrivait pas à se vendre. Oh. Donc elle s'est retrouvée dans les dépôts-ventes. Et c'est pour ça que dans le Bronx ou ailleurs, ou même à Los Angeles, tout ça, dans les quartiers, ils ont acheté cette boîte à rythme pas très chère. D'accord. C'est comme ça que le hip-hop middle school il a été fait. Et t'avais d'autres gars qui avaient vraiment pas de fric du tout pour s'acheter les boîtes à rythme. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à faire de la beatbox. D'accord. Oh, c'est fort. C'est le hip-hop, c'est le hip-hop, c'est les moyens du bord. Un petit carton, on y va, une petite peinture, une bombe. Ouais, c'est ça. C'est génial. Bah ouais, des gars des Fresh, ils n'avaient pas de pognon pour se payer la TR-808, donc ils faisaient ça avec leur bouche. Et quand tu entends Dougie Fresh, donc moi j'ai vu un reportage allemand, alors je sais plus comment il s'appelle, où t'as El Cool J, t'as Dougie Fresh, t'as comment il s'appelle, le Last Poet et tout ça, et en fait il faisait déjà un niveau de beatbox, il y a un niveau de beatbox de ouf déjà à l'époque. C'était en 85-7, je sais plus. Ah ouais. Fresh, ouais. C'est incroyable. Bah ouais, par rapport à la différence du break, par exemple, lui, il avait quand même... Bon, après, maintenant, les beatboxers, ils font plusieurs trucs en même temps. Il en faisait déjà plusieurs sons en même temps, mais ça a évolué un peu, mais il a quand même un niveau de ouf en beatbox. C'est abusé. Ah, puis même, il y a dans le disque de Tila Rock aussi, il y a du beatbox, c'est incroyable. Hein. C'est énorme. Ah ouais. Non, mais tout est intéressant dans le hip-hop, il faut se passionner, hein, mais c'est une très très belle histoire. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé il y a pas longtemps, je cherchais. En fait, je savais pas que c'était eux, bon, les Fat Boys. Tu sais, Can You Feel It? Can You Feel It? Je l'avais entendu en 97 au Battle of the Year, et depuis, je me dis, putain, celle-là, j'aimerais bien la voir, elle défonce et tout. Il avait mis l'instru, enfin la cappella, enfin sans les paroles, je crois, dans le Battle of the Year. Et je suis tombé dessus l'autre fois par hasard sur YouTube, ou je sais pas, je dis, oh putain, c'est celle-là! Je savais pas que c'était eux, et j'ai essayé de la chasamer, parce que je me suis dit, le refrain, ils ont dû le sampler. Bah, je l'ai pas trouvé, je pense que c'est un refrain de. Je sais pas où ils l'ont eu, Can You Feel It, le refrain, les voix là. Ah, mais c'est eux qui l'ont fait. Bah, c'est ça, j'ai pas trouvé, j'ai regardé sur Mousse. Non, c'est une création, Can You Feel It.
Vu le refrain, je me suis dit, ils ont pris un refrain de funk et ils ont rappé dessus. Non, même pas. Jamais j'ai entendu ce refrain dans des trucs de funk. C'est génial. J'en ai écouté. Ils tuent. Non, les Fat Boys, ils leur refrain, leur mélodie, etc. Hein, c'est pas des reprises. Ah, ça tue, franchement. Non, Fat Boys, ils ont fait à ce coup à la Z. Hein. Et avant, c'était pas. Ils s'appelaient pas les Disco Forts avant? Non, les Disco Free. Ah oui, c'est pardon. Ok, yes. Parce que Disco Fort, c'est un autre groupe. D'accord, ouais. Les Disco Fort aux États-Unis, et il y a eu les Disco Free, et Disco Free c'est devenu Fat Boys. J'ai le disque des Disco Free dans ma collection. Ah, tu sais où il est? Ah, vas-y. Bon, je sais pas où il est, mais j'ai retrouvé un Fat Boys. Yes. Moi, ça c'est le Jealous Rap. Voilà, et derrière il y a le Stickum, donc c'est un anthème à la beatbox. Oh. Et ça, comme j'expliquais, c'est un pressage français, c'est-à-dire qu'à l'époque, en France, ils faisaient des pochettes. Tu vois, ils faisaient des groupes, etc. Ça veut dire qu'aux États-Unis, t'as pas ça. Aux États-Unis, le Fat Boy, il fera un disque au hasard. Ouais. Il sera comme ça. Ah, il n'y a même pas de pochette. Ah oui, d'accord. Aux États-Unis, c'est comme ça, et en France, c'est comme ça. Ah, c'est quand même mieux, hein. Ah oui, ok. Donc ça, c'est les Flash Free M6 dont on parlait tout à l'heure. Oui. Ça, c'est un de leurs disques. Les pochettes, quelquefois, elles sont... Par exemple, ça, c'est la pochette française des Boogie Boys. Et quand tu vois la pochette américaine, c'est pas du tout ça. Elle est noire et c'est autre chose. D'accord. Mais là, elle a été un peu commercialisée pour la France. C'est génial. Et ce disque-là est toujours très chaud à trouver en maxi. D'accord. Voilà. C'est toute la culture break, donc ça doit être en 84, un petit peu 84. Ok. Ah, c'est cool parce que j'imagine tu cherches des vinyles comme ça juste avec le nom, c'est là au moins que la pochette, ah c'est bien, ouais. Ah non, mais c'est une histoire passionnante, hein, les disques vinyles, c'est un truc. Comme disait George Clinton, le funk, le hip-hop, quand tu commences à manger la première chips, il faut finir le paquet. Tu es obligé de finir le paquet. Ouais, c'est un peu ma vie. Ouais, ah c'est génial. Et tu sais combien t'as de vinyles, t'as déjà compté ou pas? Ah, j'en ai 6000 environ, mais 6000 classés parce que quand j'ai eu Bootcar Records, j'avais 50 000 disques. Mais j'en ai 6000 classés, c'est-à-dire je sais exactement les morceaux, parce que je suis vendeur de disques aussi, donc il y a plein de trucs, ça ne m'intéresse pas, je revends. Oui, d'accord. Mais il y a plein de gens, ils ont plein de disques, mais parce qu'ils gardent tout, ils sont matérialistes, ouais. Ils ont du mal à revendre. Moi, c'est vraiment tout sélectionné, je sais pourquoi j'ai des disques. Et dans tous les cas, l'être humain, au bout de 2000 disques, il ne peut pas gérer. D'accord, ok. En fait, il y a trop d'informations sur un disque. Ouais. Et puis, il y a plein de disques, quand même, tu vois, j'en ai 6000, il y a des disques où 6000, il n'y a que 365 jours dans l'année, hein, donc ouais. Faut remettre... Si j'en écoute un par jour, déjà, ouais. 6000, il faut y aller. Putain, ouais, c'est clair. Ah, c'est génial. Mais bon, je les connais tous, je sais pourquoi je les ai, je connais leur histoire. Voilà, je sais qui les a utilisés, même en DJ, tu vois, l'histoire des DJ, pour qui l'a joué en premier, certains trucs. Un jour, je vais venir chez toi. J'ai les breaks des DJ LASI, tous ces trucs-là. Non, mais avec plaisir. Hein. Oh. Je te montrerai même les breaks que j'ai mis dans mes mixtapes. Ouais. La porte est ouverte. Ok, super. Donc pour les gens, je suis à côté de Grenoble pour les auditeurs, donc j'habite à côté de Grenoble. Je fais encore des battles, mais des battles locaux, notamment avec une association qui s'appelle 38e Parallèle, donc je les salue. Et comme je vais partir, je voulais un peu laisser des DJ derrière moi, et j'ai offert à l'association un contrôleur pour qu'il puisse faire du break. Ok. Voilà, donc il y a des nouveaux DJ qui se mettent en place sur Grenoble, parce que moi là je vais déménager dans un an, mon projet c'est de vivre en Charente-Maritime. D'accord. Donc entre Royan et La Rochelle, voilà. Parce que je kiffe l'océan, voilà, tout simplement. Ah c'est génial, ok. Mais là t'es au bord d'un lac, c'est pas ça? T'as un lac pas loin, t'as déjà de l'eau. Ouais, le lac de Palabru, voilà. Donc je suis bien. Ok, super. J'ai jamais été dans le Nord, hein.
En France, j'ai mixé à Rennes, à Nantes, j'ai mixé au Théâtre de Sète, j'ai mixé au Zénith de Montpellier, j'ai mixé en Suisse, en Espagne, en Allemagne, au Japon, aux États-Unis. J'ai mixé à Londres, Paris plusieurs fois, j'ai mixé pour Division Alpha plusieurs fois. Oh, ok. Grand démarrage de Division Alpha, hein, Benji me connaît bien. Hein. Putain, Benji, Yuval, ouais. Cette chance-là. Hein. Même Yuval, Stiga, tout ça. Oui. Big up à eux. C'est vraiment, eux, ils savent. Ouais. Ils savent. Ah, c'est génial. Mais t'as jamais été invité dans le Nord. Bon, bah, il faut changer ça. Hein. Écoute, c'est vrai que en plus, moi, mon nom c'est Le Maire et je suis originaire du Nord. Moi, ma famille, c'est Bousbecq, au-dessus de l'île. D'accord, je vois, Bousbecq. Oui, oui. Ah, ok. Ouais. Ah, trop fort, ok. C'est historiquement, hein. Moi, je suis né à côté de Nantes, à Cholet, mais historiquement, ma famille, c'est des Nordiques. C'est des ch'tibiloutes. C'est des ch'tis, voilà. Bon, ouais, ça marche. Bah écoute, je te remercie d'avoir répondu à cette interview. Et puis, je t'envoie un lien dès qu'elle est en ligne. Ok, il y aurait tellement de choses à dire, le hip-hop est tellement immense. C'est clair. Donc, c'est tellement passionnant. J'encourage tout le monde à découvrir un peu toute l'histoire un peu underground du hip-hop. Hein. Les premiers rappeurs, les gens un peu oubliés, les gens qui sont encore là, qui sont actifs dans l'ombre. Ouais. Vous cantonnez pas au mainstream, faites pas le principe de la bouche ouverte, c'est-à-dire vous attendez qu'on vous mette ça dans la bouche. Non, travaillez votre art, que que vous soyez acteur du hip-hop, travaillez votre art, soyez positif. Et changer la négativité, hein, c'est l'esprit du hip-hop. C'est clair. Et comme je dis toujours, et comme disait Curtis Blow à l'époque, je suis le meilleur, mais vous êtes aussi les meilleurs. Voilà. Et ça sera le mot de la fin, on est tous les meilleurs. Ça marche, super. Bah écoute, je te remercie et à très vite. Hein. Ouais, merci pour tout. Pour ce travail, parce que tu travailles beaucoup, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ouais. Beau travail d'archives, tu as beaucoup de mérite aussi. Merci. Et bah, ça me passionne, alors du coup pour moi c'est pas, tu vois, une journée c'est pas assez, donc quand je rentre du boulot et que j'encode des cassettes, que je cherche des trucs, des articles, j'aimerais bien avoir beaucoup plus de temps, j'aimerais bien que la journée dure 72 heures ou un truc comme ça, mais ouais, en fait j'aime bien, donc je me dis pas, oh j'en ai marre, fais chier, c'est tellement, tu découvres des choses à chaque fois, des trucs intéressants, c'est comme chercher un trésor en fait, à chaque fois tu dis, oh celle-là, tu vois, c'est un plaisir quoi. La musique c'est comme un puzzle, voilà, quand tu mets des pièces partout et après tu croises des gens, ils te donnent d'autres pièces, etc. Exactement. Et au fur et à mesure que tu avances dans ta vie, tu fais ton propre puzzle, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et là où j'ai encore envie de rencontrer, hein, que j'ai pas rencontré, Dame de Petit Carrette, c'était à l'époque, je l'ai déjà vu, mais voilà. Vite fait. J'étais client du magasin et puis j'y suis allé 2 fois, quoi, c'est ridicule. Mais voilà, ça m'a imprégné. Il y a Solo que j'ai jamais vu, j'aimerais voir. Tu vois. Par contre, Franck Delouis, je l'ai croisé. Dès que je parle avec des passionnés, après on n'arrive plus à s'arrêter. Hein. Oui, bah oui. On parle de musique, d'histoire, de break et tout. C'est comme avec Dynasty, hein, dès qu'on se parle. Les gens autour, ils peuvent plus nous aborder parce qu'on est carrément à parler de la belle piste, de qui a fait quoi. Ah, c'est normal, hein, ça c'est. On est fan aussi de Go-Go Music, hein, c'est un courant musical qu'on ne parle pas. D'ailleurs, ceux que ça intéresse, la Go-Go Music, c'est un style musical propre à Washington DC qui a été dans l'émergence, ça a été les années 80. Ça n'a rien à voir avec le pop, mais la vibe elle est vraiment funk, avec des rythmes qui peuvent aussi s'apparenter au pop. Il y a des petits trucs et Dynasty adore ce style musical. Voilà. Et j'avais mis un reportage sur la Go-Go Music sur ma chaîne YouTube. Donc aussi, j'invite tous les jeunes à aller voir ma chaîne YouTube. Déjà, il y a plein d'émissions, il y a toutes les émissions, il y a les 80% d'émissions à choper sur le channel. Et puis il y a des morceaux de break, il y a plein d'informations. Il y a même le film Un ange, comment ça s'appelle Ah, les anges, le faire kiffer les anges? Non?
Ouais, faire kiffer les gens, Ok, c'est moi qui l'ai mis hein, sur YouTube. merci. Et tu as mis aussi des petites cassettes, des morceaux de Dynastyle, j'ai vu, tu as mis aussi. Ouais, j'ai mis des morceaux de Dynastyle parce que j'ai réussi à les avoir. Voilà. Il faudrait que je mette le clash, tu vois. Je l'ai le clash avec les IZD. Non, tu rigoles. Si, si, mais j'ai jamais voulu le mettre parce que je trouvais que c'était négatif. Tu Ah, sais, c'était des prises de tête et tout. Et même encore maintenant, on me demande de les mettre. Et tu vois, j'hésite parce que je trouve ouais. que remuer la merde, c'est peut-être pas forcément terrible. Ouais, Donc ouais, je sais ouais. pas. Je pense que quand je verrai Daniel, je lui poserai la question Ouais, pour lui dire ce qu'il en pense, t'as raison. parce que ça le concerne. Puis c'est voilà, c'est pas une histoire très agréable. Si ça se trouve, ça va le gêner que je mette ça, donc C'est vrai, t'as raison. voilà. T'as raison. Ouais. Je préfère prendre des précautions pour blesser personne. Allez voir sa chaîne, abonnez-vous. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis les organisateurs, cherchez un peu plus. Ouais, ouais, ouais. Il y a des bonnes idées partout. Et parce que c'est pareil, si moi on me fait moins jouer, je pense que des jeunes qui sont talentueux, ben, ça sera pareil parce que les organisateurs ils restent toujours sur les mêmes budgets. Ouais. Et je crois que c'est comme les acteurs, à un moment donné, il faut tourner pour voir ce qui se fait et changer d'énergie. Bah en fait, le truc, c'est peut-être qu'ils se disent, voilà, ces DJ-là, ils marchent, si j'en prends un autre, est-ce que ça marche pas et tout. Ouais, il faut qu'ils prennent des risques et qu'ils essayent et que... En plus, c'est pas comme si t'étais pas connu, enfin, c'est pas comme si t'étais un jeune qui avait pas fait ses preuves. Donc on peut se dire, voilà, on l'invite tranquille. Ouais, je sais pas. Après c'est vrai que ben, voilà, comme je suis un ancien, je suis sûrement différent au niveau du tarif. Hein. Ah oui, oui. Il y a ça encore. Hein. Oui, ah bah tiens. C'est que le petit jeune à 200 euros, c'est fini ça. Hein. C'est clair, ouais, ouais, c'est clair. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, on verra. De toute manière, j'ai fait déjà ce que j'avais à faire. Je suis très content de ma carrière professionnelle. Ma carrière de break, pour moi, je suis allé à son apogée. Parce que mixer au Japon, pour moi, c'est l'apogée. C'est génial. On ne peut rien faire de mieux dans le break que d'aller mixer au Japon et d'être invité 13 jours à faire une Ah tournée ouais. au Japon. À 13 jours, ah ouais. Ouais, 13 jours, ils m'ont invité l'hôtel, l'avion, et ils m'ont dit de toute manière, tu sais Lucas, c'est pas possible que quelqu'un ait invité un Français parce que ça coûte trop cher. Ah, Et il m'a dit, là, on t'invite une fois, on t'adore, tu fais du boulot de dingue. Les gens, quand je mixais, à la fin, les Japonais me disaient très bon DJ, tout ça. Ils me disaient on t'adore et tout, mais c'est trop cher. d'accord. Bah ouais, rien que tu vois le prix de l'avion, voilà, c'est chaud. Hein. Avion, hôtel, enfin, la bouffe, tout ça, oui. Si c'est 13 jours en plus, ouais. Et tout ça, comme quoi tout est lié, c'est grâce au Total Session, quand les Japonais sont arrivés. Putain. C'est moi qui mixais au Total Session Grenoble. Et j'ai mis une claque aux Japonais, ils sont venus me voir. Et c'est là où il y a eu le premier contact. Et à un moment donné, j'ai revu Taka. Et Taka, j'ai rejoué, il m'a dit ouais c'est extraordinaire. Il m'a dit ça te plaît de jouer au Japon. Et c'est là où tout s'est enclenché. Et je me suis dit quand un Japonais dit ça, c'est pas comme une autre personne. Ouais. Le Japonais il fait les choses jusqu'au bout. Ouais. Et là, ça a été Graal pour moi, ça a été le voyage de ma vie. Ah, super. Avec Ok. évidemment les États-Unis, hein, parce que voilà, c'était mythique. Hein. Quand t'as un gros américain un peu à la Fat Boys là, qui a une grosse voiture américaine et qui a un gros panneau qui t'attend à l'aéroport du Jibuka, tu vois, et qu'après tu arrives sur les lieux du battle et que tu vois une poubelle et tu as des disques qui dépassent. J'interromps les gens, je dis je peux aller voir dans la poubelle et je trouvais des disques de black music, de soul funk gratos que j'emmenais avec moi, sans compter les autographes, tout ça, tu vois, il y avait une vraie reconnaissance et puis après ben, il y avait tous les Américains. Hein. J'ai mixé devant Qbert, tu sais, Bah oui, je connais. il y avait, il y avait tout, il y avait plein de monde. Hein. J'ai fait danser Ken Swift, des Rocksteady Crew, j'ai fait. Il y a eu trop de choses en fait. Et puis il y avait les poppers, les lockers, tu vois, avec les queues de castor sur les ceintures. Les bretelles. Ouais, non mais. J'ai vécu des trucs incroyables.
Donc après, c'est bien qu'il y ait des jeunes aussi qui reprennent le flambeau, c'est bien aussi, je suis content. Et je suis content du niveau du break parce qu'il y a aussi, il faut le dire, un très bon niveau français, Ouais. un niveau DJ. Il n'y a pas... Moi j'ai été DJ de break parce que j'ai vu une cassette américaine où je voyais que le niveau était minable et je me suis dit putain je peux faire mieux que lui. Et D'accord. ça m'a motivé à faire DJ de break. Mais là, je peux te dire que j'ai mon style, j'ai vraiment un style que les autres ne font pas. Mhm. C'est pour ça que c'est important, tu vois, que je continue à jouer et à propager, entre guillemets, la bonne parole. Mais je trouve qu'il y a quand même plein de jeunes qui se débrouillent très très bien. Ouais, bien. Après, tous ceux qui sont amis avec moi, c'est des authentiques b-boys souvent. C'est pas des gens de mainstream. Et quand ils partagent leurs vidéos, ben, je vois que des trucs bien dans l'ensemble. Oui, oui. J'ai pas des gars mainstream qui mettent des vidéos où t'as la musique qui est pourrie. Ouais. Ou des penseurs. Donc voilà. J'ai pas une lecture intégrale tu vois, du boïsme. Mhm. Après, on pense pour les Jeux Olympiques, qu'est-ce que j'en pense, etc. Ah oui. Bah, t'en penses quoi? Vas-y, vas-y. À mon avis, moi je pense que plus le hip-hop est partout, même s'il est mainstream, ça peut donner des petites graines à des C'est ça. jeunes. Parce que le chemin du mainstream peut amener au chemin de l'underground. Voilà. Ok. Et ceux qui critiquent, ça les empêche pas d'aller danser dans la rue. Hein. Bien sûr, ouais, un petit carton, ouais. C'est clair. En fait, un petit carton, non mais ce qu'il faut, c'est dans la vie, il vaut mieux avoir le choix. Oui, Qu'il y ait beaucoup de possibilités que peu de possibilités. Voilà. c'est clair. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je ne suis pas contre. Après, c'est évident que ça peut être récupéré par des gens qui n'ont rien à voir avec le hip-hop. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, on n'empêche personne, des gens on n'empêche personne, des anciens comme moi ou d'autres, d'organiser des gros événements. Voilà, on Bien a sûr. la liberté aussi de faire les choses. Tu vois, on peut créer notre monde. On est acteur de tout ça. Bien sûr, bah oui. Donc, Ça restera underground. Les hip-hop, ça restera ce côté un peu mainstream et puis underground pour ceux qui veulent que ce soit underground. Non, il n'y a pas de problème, ça va pas disparaître, quoi. hier, le mainstream, il est apparu très tôt parce que Madonna dans l'émission HIP, je suis désolé, c'est pas du hip-hop, donc c'est apparu très tôt le mainstream. C'est clair. Même for DC's, avec tout le respect que j'ai pour le groupe, c'était pas il y a des fois, à des moments, ils rappaient, etc. Mais dans l'idée, c'était pas du hip-hop. Et moi, j'avais aussi partagé, alors c'est pas la vidéo complète, mais j'en parlais, un événement de 83, 4 ou 5, je sais plus, je crois 84, où en fait ils font un battle sur un genre de ring, et en fait c'est des acteurs super connus de l'époque qui font un show complètement plein de paillettes, plein de trucs pour gagner un battle, mais c'était voilà, c'est passé à la télé, enfin, je sais plus ce que c'est cet événement, et on voit que c'est voilà, c'est pour l'argent, c'est pour les gens y vont et tu gagnes je sais plus combien. Et donc voilà, dès le début il y avait des trucs pour l'argent, mais ça c'est normal. Non, mais et puis il y a des très bons morceaux qui étaient underground et puis qui ont fini mainstream. Mhm. Tu vois, Yann danse le Nia, Ouais. à la base, underground à la base. Bien sûr, bien sûr. Et après, plus mainstream, et maintenant t'entends ça dans les mariages. Oui. Voilà, c'est vrai. C'est comme Jump de Chris Cross, Ouais. c'est comme ça. Donc, faut pas se mentir, hein, tout peut basculer d'un moment à un autre. Tu peux être mainstream et basculer dans l'underground et inversement. Bah tu sais, l'autre fois je parlais de Benny B, quelqu'un qui me parlait de Benny B, Lilou, B-Boy Lilou, tu sais, qui a gagné 2 fois le Red Bull BC One, et Benji, les deux dans une interview ils disent, bah c'est Benny B, je les ai vus à la télé, je dis qu'est-ce qu'ils font, machin, tu sais, la musique, les habits, et ils ont fait du break, ils se disent waouh, ils ont vu la coupole, et tu vois comme quoi ça peut partir de Vania Ice aux États-Unis, MC Hammer, et ça peut t'amener dans l'hip-hop d'une bonne façon, même si c'est commercial, et ben ça te... Ah oui, oui, oui. Non, et puis il y a des gens, il y a plein de gens qui aiment certains morceaux commerciaux. Hein. Ah oui, bien sûr. Si on parlait d'MC Hammer, il y en a plein qui adorent ça. Moi j'ai toujours détesté ça. Right, ces trucs-là, mais dès que c'est sorti, bah, quand tu écoutes Captain Rock de Chicken and Mr. X, tous ces trucs, il y a une différence. Bien sûr, oui. Mais comme j'ai connu ça en premier, quand je réécoute, il y a un côté nostalgique peut-être. Tu vois, donc ça me dérange pas de réécouter quelques sons de Vanilla Ice ou quoi. Mais je comprends. Et Ouais. après,
moi je respecte, hein, je suis pas dans le jugement, donc chacun son histoire, c'est tellement personnel, tout ça. Oui. Et puis c'est bien, il en faut pour tout le monde, faut que le hip-hop aille dans toutes les directions. C'est ça, c'est ça. Mais l'important, c'est qu'il y ait un côté underground qui reste, qui soit vivant, et pour que notre culture elle reste authentique. Voilà. Si à un moment donné tout est dénaturé, là il y a un problème. Ouais. Comme dans un aquarium, hein, c'est qu'une histoire de proportion. Ouais, un équilibre, oui. Voilà, c'est un équilibre. Il ne faut pas rompre l'équilibre. C'est ça. Donc c'est une recherche personnelle, chacun doit avancer de son côté. Moi personnellement, dans la musique, ça fait trop longtemps que je suis dans la soul-funk, dans le hip-hop, tout ça, je continue à avancer, j'apprends encore des choses. Je découvre des morceaux, ou des disques que j'achète, que je cherchais depuis 20 ans. Aïe, aïe, aïe. Il y a beaucoup dans HIP à choper. Moi, j'essayais tout le temps de savoir qu'est-ce qui passait derrière HIP à choper. Il y a des fois, je savais pas Shazam et tout. Bah oui. Il y a 10 ans après, j'ai même demandé à signer avec qui j'ai eu l'occasion de mixer. Hein. J'ai mixé à Lyon avec lui et je passais tous les morceaux d'HIP à choper. Ah. J'ai parlé au mic. J'ai ressorti tous ces morceaux pour un battle de mec. C'était énorme. Et Sidney, je lui posais la question, ouais, qu'est-ce que c'est que ce morceau? Et il n'a pas trouvé, j'ai demandé à Dynasty, il n'a pas trouvé. Ah merde. À un moment, j'ai quand même possibilité et j'ai fait une recherche sur YouTube. Et il y a un gars qui m'a dit, bah, c'était le titre. Oh. Et là, j'ai trouvé. Mais il y a des morceaux, j'ai mis peut-être 20 ans à les trouver. Ouais. Alors que maintenant, les gens ne se rendent pas compte qu'avec Shazam, ils trouvent ça tout de suite. Ouais, c'est clair. À l'époque, on ne trouvait pas, hein. Et c'est pour ça qu'on cachait les étiquettes autocollantes sur les macarons. Et si je dis pas de bêtises, dans parce que je regarde parce que j'ai mon étagère là, dans Hip Hop Family Free, tu connais la bande dessinée Hip Hop Family Free? Oui, ouais. Je l'ai, ça, ouais. Et ben, je crois que c'est dans le premier album, je sais plus. Ils expliquent qu'Africa Bambaataa, ils plongeaient les vinyles dans de l'eau pour décoller l'étiquette et ils leur mettaient une autre, comme ça, carrément, les gens ils pensaient que c'était carrément une autre F. C'est pas il enlevait, c'est il mettait une autre F. Mais moi j'en ai un. En fait, quand je mixais aux États-Unis, j'essayais de mixer des choses que les gens connaissaient pas, et notamment des breaks français. Oh. Et tu vois, je jouais ça, c'est du Daniel Janin, ça. Daniel Janin. Ok. Là, t'as l'exclusivité, hein. Et c'est un morceau qui s'appelle Rolly Polly de Daniel Janin. Et tu vois, mes disques étaient comme ça, en fait. Ah, voilà. Ah ouais, super. Oh non. Et là, derrière, on était DJ Gutka. Donc ça, c'est ce que j'ai joué aux États-Unis. Ok. Oh. Là, t'as l'exclusivité, hein, j'ai jamais rentré. C'est génial. Tu vois, c'est tout. T'as la vitesse et tout pour aller vite, tu vois, t'es obligé. Donc tu mets la vitesse. Oui. Tu mets le gain, parce que quelquefois, t'as des gains qui sont différents. Donc pour être, tu vois, pour être bien aligné. Ok. Il y a plein de techniques pour aller très vite, parce que faut aller vite dans les battles de break. Ouais. Tu peux pas. C'est pas comme quand tu fais du club, quand tu as une soirée, tu prends le temps, tu fais ton disque, la fois les vite. Trop fort. Donc, voilà. Des repères comme ça, c'est génial. Ah, merci. Voilà. Bye, prends tes plaisir. Bah, à très vite. Hein. D'accord. Ça marche. Merci, hein. Salut. Bye. Bye.